passer à la question d'actualité. Je dois soutenir De Villepin. On en parlera plus tard. C'est peut-être une proposition intéressante. On demandera à Edoui Plenel. On va parler aujourd'hui de l'actualité en Iran. Le mois dernier, il n'y avait pas encore eu l'invasion de l'Iran. Ça se préparait. Il n'y avait pas encore eu l'invasion de l'Iran. Enfin, l'agression de l'Iran. Parce que je rappelle, tout le monde à la télé semble oublier ce qui est une réalité, mais que l'Iran est en ce moment même agressé par les États-Unis et par Israël. Donc c'est le sujet d'actualité. Alors on a vu qu'il y a eu une montée en tension pendant des mois, des menaces. Il faut rappeler aussi qu'il y a déjà eu des attaques il y a 6-7 mois de la part d'Israël et des États-Unis avec l'idée de attaquer des armes nucléaires, rendre incapable l'Iran, voilà, le programme nucléaire iranien. Donc, la guerre des 12 jours. Voilà, non, comment ça ? La guerre des 12 jours. Ouais. Ah, ils appelaient ça la guerre des 12 jours. Ça s'appelle comme ça maintenant. Ah ouais, d'accord, ok. Putain, on est rentré dans l'histoire là. Ah bah ouais, ça y est. Donc la guerre des 12 jours, ok, putain, c'est fou. Quelqu'un qui dit beaucoup de choses depuis le dernier stream, il s'est passé des décennies en quelques semaines. Ça me fait penser à quelqu'un. Mais bref, on savait que ça allait arriver, mais il y avait quand même des gens qui se disaient que Trump n'avait pas vraiment intérêt, il y avait le côté intimidant de pousser l'Iran à négocier, surtout que du côté iranien, il y avait une tendance à vouloir aussi négocier et tout. Donc il y a quand même eu de la surprise de certaines personnes de voir cette agression. Certaines disent que c'est Israël et d'autres pays qui ont poussé les États-Unis et Trump à prendre cette décision d'attaquer alors que ça va contre des intérêts, parce que là, ils vont s'enliser dans une guerre avec un ennemi qui est quand même assez puissant, l'Iran. Donc la première question, c'est pour vous, quels sont les objectifs états-uniens dans cette guerre contre l'Iran ? Merci beaucoup, Dalek. Merci. Oui, d'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur l'anti-impérialisme. N'hésitez pas à aller voir. Donc, super vidéo. Merci beaucoup. C'est quoi les objectifs, selon vous ? Peut-être qu'on peut partir des objectifs affichés par Trump. Donc on a eu différents objectifs. En fonction de la conjoncture. Voilà. Donc d'abord ça a été la question du nucléaire, bien sûr, la question des missiles balistiques, la question des manifestations, la répression des manifestations. Voilà. Les femmes, on peut mettre par-ci par-là. Voilà. Alors sur le nucléaire, c'était des objectifs qui étaient censés être déjà atteints. Toujours. Mais il atteint plusieurs fois ces objectifs là, depuis le début de la guerre, parce qu'il gagne plusieurs fois par jour aussi, quoi, la guerre. Donc, tous les jours, il fait une déclaration pour dire qu'il a détruit la capacité balistique. Qu'ils ont été anéantis. Et tous les jours, il y a des missiles. Donc ça, c'est les objectifs affichés. Voilà, est-ce qu'il y en a un qui est vrai quand même dans ces objectifs affichés ? Est-ce que ce serait peut-être le plus proche, ce serait d'empêcher l'Iran d'avoir les capacités nucléaires ou de développer un armement assez puissant, je pense, dans ceux qui sont affichés, je veux dire. Moi, je pense qu'il y a tous ces objectifs sont un peu flous, mais c'est un peu normal en fait, parce que quand les politiques se lancent dans une guerre, finalement, il y a différents types d'objectifs politiques, stratégiques, etc. Mais en réalité, du coup, nous, ce qu'on essaye de montrer. Grâce aux théories de l'impérialisme, c'est que l'impérialisme, ce n'est pas une politique, ce n'est pas un choix individuel d'un décideur, ça répond à l'accumulation du capital. Voilà, on a. Je suis désolé, c'est le chat qui m'a fait. Vous êtes à 100%, c'est donc à 300%, à 400%. Je suis désolé, mais je t'écoutais aussi, Barlène. C'est pas des choix individuels. C'est pas Trump, il s'est réveillé un matin, il a décidé, on attaque l'Iran. Mais c'est pareil pour Poutine et l'Ukraine. C'est pas juste les Russes ont décidé d'un coup d'attaquer. Il y a des tendances lourdes qui amènent à ce genre d'agression. Et les théories marxistes montrent que tant qu'il y aura l'impérialisme, le capitalisme, il y aura ce genre d'agression. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si on lit un peu la presse américaine, je sais pas, le Financial Times ou d'autres presses, ou même la presse française, il y a quand même cette espèce de contradiction qui est pointée en disant en fait c'est pas stratégique parce que ça va amener de l'inflation, parce que ça augmente le prix du pétrole, parce que l'Iran bloque le détroit d'Ormuz, ça amène de l'inflation parce que le commerce maritime est bloqué, c'est pas stratégique non plus parce qu'il y a les midterms, c'est pas stratégique pour plein de raisons et en réalité moi je pense que c'est pas la bonne manière de poser la question, c'est-à-dire que si on regarde
la position de l'Iran dans le capitalisme mondial, on se rend compte que l'Iran, c'est un pays qui a vécu une révolution, donc une révolution très très poussée en fait en 78, et qui depuis 78 est un pays sous sanctions. Et en fait, à un moment ou à un autre, il faut le rappeler ça. Ces sanctions, elles se sont intensifiées jusqu'à ce que les sanctions ne suffisent plus. Et c'est la raison pour laquelle on est passé d'une logique, on va dire, de coercition soft à une coercition brutale. Pour aller dans cette discussion-là, je sais que aussi il y a des discours qui sont beaucoup mis en avant avec l'idée que les États-Unis n'avaient aucun intérêt à entrer dans cette guerre-là, et avec des gens qui vont dire, avec parfois des dog whistles peu dissimulés, assez antisémites, que c'est Israël qui a poussé les États-Unis à faire la guerre et que les États-Unis n'avaient aucun intérêt à faire ça. Pour vous, c'est faux. Effectivement, Israël avait aussi intérêt à entrer en guerre, mais c'est pas Israël qui décide Je pense que ça se joue un petit peu différemment dans cette situation-là, c'est-à-dire que, à mon avis, il y a la question des buts de guerre et la question de la durée de la guerre, qui sont deux choses un peu différentes là, en l'espèce. On sait que Trump, il a... en gros, là, il ressortait de la séquence après le Venezuela, qui était, de son point de vue, une victoire politique totale, quoi. Comme tout ce qu'il fait. Voilà. Donc il rentre, on bombarde Caracas, on attrape Maduro, on repart, quoi. Ouais. C'est fou, ça, encore. Et il faut quand même rappeler que ça a eu lieu. C'était il y a même pas 2 mois quand il déclenche l'agression en Iran, quoi. Et en Venezuela, tu veux dire? Le Venezuela, c'est ça, a été dit 2 mois, moins de 2 mois. Enfin voilà, c'est très récent, quoi. En fait, comme les choses vont vite, on a un peu tendance aussi à perdre le déroulé, quoi, de tout ça. Je pense que Trump certains dirigeants américains s'attendaient pas à ce que la situation en fait prenne autant de temps pour le coup, et que la guerre dure, s'enlise autant. Alors peut-être qu'on est. Mais c'est dingue parce que j'ai l'impression que tout le monde disait que l'Iran, c'est pas il y a quand même une capacité défensive. Il y a aussi un soutien malgré tout. En fait, il y a aussi un truc, tout en critiquant le régime iranien, il y a quand même j'ai l'impression une culture anti-américaine qui fait que tout en étant contre le régime iranien, ça me semble plus difficile de renverser le régime dans une intervention américaine. Ouais. C'est compliqué à dire parce que c'est un régime qui est quand même relativement et de manière récurrente assez impopulaire d'une grosse partie de sa population, mais qui a aussi une grosse partie de sa population qui est extrêmement soudée autour de lui. Je sais plus qui écrivait, c'est Zdam Legros qui disait que sa théorie qui était pas trop mal, c'est que le plan US était de détruire l'Iran en 24 heures en espérant qu'une frange de la bourgeoisie iranienne deviendrait comprador et prendrait le pouvoir. Il y avait le chat qui était prêt, l'héritier du chat qui n'arrête pas de dire qu'il est prêt. Mais il a aussi dit, Trump, qu'il s'en foutait du chat et que ça pouvait être n'importe qui d'autre tant que... le régime des mollahs pouvait continuer tant qu'il y avait... En fait, les buts de guerre, on peut quand même poser sérieusement l'hypothèse du pétrole tel qu'on l'avait fait sur le Venezuela la fois dernière, qui a l'air d'être vraiment ce sur quoi Trump mise à peu près toute sa politique internationale, c'est de devenir l'OPEP, quoi. Et donc en fait d'avoir des prix préférentiels, voire une mainmise totale sur à peu près tous les pays et tous les territoires pétroliers du monde. Et d'ailleurs, c'est tous ceux auxquels il s'attaque. Enfin, je veux dire. Que ça soit le Venezuela, l'idée d'envahir le Groenland, le Nigeria ou l'Iran, quoi. Et voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans les objectifs l'idée de couper la dynamique et d'alliance ou de coopération et de contre-modèle qui commençait à émerger entre la Chine et la Russie, et l'idée que là l'Iran, malgré les sanctions économiques depuis des années, on le rappelle, arrivait quand même, malgré les protestations d'une partie de la population, arrivait à sortir la tête de l'eau.
Est-ce qu'il y a aussi cette idée de couper cette dynamique? Moi, je pense qu'il faut aussi voir cette décision d'intervenir. Enfin, je veux dire, voilà, il faut quand même déplacer beaucoup de matériel jusque là-bas. Oui, on a vu le temps que ça a pris. Voilà, ça a pris quand même un petit peu de temps. Donc la décision, elle n'a pas été prise sur un coup de tête par Trump ou je sais pas quoi. Et donc du coup, ce truc-là, ça implique à mon avis, réinscrire cette agression dans la séquence de renforcement des sanctions qui ont eu lieu, si je me souviens bien, fin novembre, début décembre, où comment il s'appelle, Scott, le gouverneur de la Fed, en gros, quoi, a fait un discours qui, là, pour le coup, est assez explicite, quoi, en disant que en gros, en empêchant la conversion de la monnaie locale iranienne en dollars, en gros, il allait complètement assécher le pays et il le disait explicitement. Déstabiliser le régime iranien, ce qui a fonctionné dans une certaine mesure. Les grandes mobilisations qu'il y a eu contre l'explosion des coûts de la vie en Iran qui a suivi ça, participaient de cette logique-là. Et donc du coup, je pense que de la part des États-Unis, c'est une stratégie vraiment de long terme où, disons, séparer l'aspect sanction de l'aspect intervention militaire violente, quoi, et un peu difficile, quoi. Enfin, ça participe de la même logique, en fait. Moi, sur les sanctions, je pense que c'est crucial en réalité. Et on voit un peu que le pari des États-Unis, qui a été d'augmenter les sanctions avec un niveau d'intensité de plus en plus élevé, c'est un peu retourné contre lui. Parce qu'effectivement, dans les années 90, il y a eu un début de bourgeoisie comprador. Il y a eu une libéralisation, une privatisation de toutes les industries, toutes les banques, etc., qui ont attiré du capital américain. Et même au moment de l'accord nucléaire sous Obama, on était quand même pas loin d'une compradorisation achevée de l'Iran, quoi. Et sauf qu'en fait, à un moment, dans la lutte, on va dire, interne à la bourgeoisie, c'est à partir de 2005 et donc de Ahmadinejad que la bourgeoisie nationale a repris l'avantage sur la bourgeoisie comprador et du coup a fermé complètement les possibilités d'investissement de la part du capital américain et c'est plutôt ouvert sur la Chine. D'accord. Et donc là, on voit que maintenant, ils sont en guerre, on voit qu'il y a des difficultés. Est-ce que pour vous, d'un point de vue américain, le choix a été mauvais? Est-ce qu'ils ont mal évalué les capacités de résistance iraniennes? Et est-ce qu'ils vont se casser les dents sur le cas iranien? Parce que d'un côté, on a Trump qui nous annonce depuis des jours et des jours que c'est une victoire totale, même Israël et tout. Et de l'autre, on a quand même l'impression qu'il y a quand même une résistance de la part de l'Iran. Donc, c'est-à-dire la stratégie de terre brûlée de l'Iran est quand même assez efficace, quoi. Enfin, la manière dont ils ont foutu le feu à toute la région en ciblant notamment les pays du Golfe, ça fout une pression qu'elle n'avait peut-être pas envisagée à ce point les États-Unis, quoi. Le blocage du détroit d'Ormuz, ils ont toujours annoncé qu'ils le feraient, etc. Mais attaquer les pays du Golfe à ce point, y compris le Qatar, avec lequel l'Iran a quand même des relations diplomatiques, quoi. C'est pas les Émirats Arabes Unis. Je pense mais ça paraissait logique. Tu attaques à partir des bases américaines. Oui, mais ils n'attaquent pas que les bases américaines. Enfin, effectivement, c'est le discours de la République islamique, mais ils n'attaquent pas du tout que des bases américaines. Bastien, tu voulais intervenir? Non, mais j'allais dire la même chose. Je pense qu'effectivement, il y a un truc où les États-Unis, je pense qu'ils n'avaient pas prévu que ça aille aussi loin de la part de l'Iran, quoi. Ils ont dû sous-estimer probablement la capacité de riposte de l'Iran et son audace à attaquer aussi les intérêts économiques du Golfe, je pense. Mais moi, j'ai un petit doute quand même sur ça, parce que si on fait la comparaison avec la guerre en Irak de 2003, on avait un peu le même discours finalement. Les États-Unis se sont trompés, c'est une mauvaise politique, ça remplit pas les objectifs, etc. En fait, si on regarde ce qui s'est passé en Irak, la politique d'État failli, la destruction intégrale de l'État a été plutôt profitable pour le capital américain. Je veux dire, Paul Bremer, qui était le représentant de la coalition à l'époque, qui privatise toutes les entreprises. Si on regarde qui est-ce qui obtient les contrats, on voit que c'est évidemment Halliburton, Kellogg, etc. Donc les grosses sociétés américaines du BTP, de l'armement, c'est eux qui gagnent tous les contrats d'eau, d'électricité. Et donc on peut imaginer que finalement
voilà, j'espère que ça n'arrivera pas, hein, mais si l'Iran devient un État failli, ce serait plutôt positif pour le capital, parce que ça permettrait aussi de filer des contrats, ou en tout cas des miettes aux alliés. Ça permet aussi finalement de ressouder le bloc atlantiste. Ça permet aussi de ramener les États du Golfe qui avaient eu tendance, après le 7 octobre, à prendre un peu de distance par rapport à Israël, notamment l'Arabie Saoudite. Ça permet de les ramener dans le giron américain. Donc, d'un point de vue des alliés, je pense que c'est plutôt positif. Et en même temps, ça les met dans une position difficile quand même. Enfin, l'Arabie Saoudite qui dit qu'elle commence à peut-être envisager de faire des actions militaires offensives dans le cadre de cette guerre. Je pense que c'est histoire d'avoir un discours parce qu'ils se font bombarder leur pays et qu'ils ne peuvent pas rester sans rien dire. Mais le coup politique de s'afficher comme allié militaire d'Israël dans un conflit, c'est vraiment compliqué vis-à-vis des populations, d'un certain nombre de pays arabes, quoi. Et puis moi, je pense que c'est aussi là où il y a un débat sur les objectifs des États-Unis et que c'est peut-être là où c'est pas clair. Et c'est peut-être là qu'il y a une divergence aussi entre la position d'Israël et des États-Unis. C'est-à-dire qu'effectivement, mettre complètement en faillite l'État iranien, est-ce que c'est enfin, je veux dire, totalement faillite en démanteler l'État iranien, est-ce que c'est absolument le véritable objectif des États-Unis ? Sachant que, comme on l'a dit, ils auraient pu s'appuyer sur un maintien du régime et une comprodorisation des classes dominantes iraniennes. Est-ce que finalement, ça leur est plus profitable de vraiment démanteler l'État iranien avec des mouvements séparatistes, avec un effondrement du régime ? Je ne sais pas. C'est un peu ce qu'ils ont fait. C'est pas une opération de construction de la démocratie. Ça, en tout cas, c'est un non-objectif affiché. C'est vrai que c'est quand même ce qu'ils ont fait partout, quoi. Enfin, si tu regardes l'Irak, si tu regardes la Syrie, c'est passé de régime autoritaire et corrompu à régime État failli et corrompu et autoritaire d'ailleurs aussi. Oui, mais je ne sais pas si c'est si clair que l'objectif, c'est un effondrement complet de l'État. Bah non, c'est pas clair. Enfin, en tout cas, pour les États-Unis, pour Israël, j'ai peut-être moins de doutes là-dessus. Ouais. Et donc pour eux, pour les États-Unis, pour vous, ça semble être un mauvais move de leur part du point de vue américain. Non, moi je pense pas. Je pense que le capital américain, il va. Ah oui, toi tu veux quand même, tu penses quand même qu'ils sont gagnants malgré tout. Si on a un État failli, c'est plutôt positif dans la mesure où finalement le principal allié quand même du Hezbollah, du Hamas, etc. Chute. Je pense que c'est plutôt positif. Et puis encore une fois, oui, c'est vrai que oui, parce qu'il y a la question de la Palestine, la question du Liban. Parce que oui, on parle de l'Iran, mais il y a aussi, on rappelle, le Liban qui est envahi, la Palestine qui vit toujours un génocide, l'Irak qui vient de rentrer aussi dans le conflit pour la première fois, alors que justement après le 7 octobre, l'Irak s'était maintenu bien éloigné de ce conflit. Là, ils viennent de rentrer en guerre. Mais d'ailleurs, pour rebondir sur les pays du Golfe, etc., j'ai vu que Israël avait demandé à la Syrie de bombarder le Liban. Pour l'instant, Al-Shara, il a refusé avec le soutien des Turcs et des Saoudiens. Mais on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Mais c'est pour ça que je pense que la position des États du Golfe, elle est ambiguë. Ouais, les bâtards, ils ne savent pas comment se positionner. Disons que depuis le 7 octobre, quand même, il y a eu un changement. Moi, d'après ce que je peux lire dans la politique étrangère, c'est que le rock state, maintenant, c'est plus l'Iran, c'est Israël. Parce que si l'Iran s'effondre, pour l'Arabie Saoudite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Daesh. Pour les Turcs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les Kurdes. Parce qu'il y a eu un rapprochement. En plus, l'Arabie Saoudite et l'Iran, il y a eu des années de tension. Alors, il faut rappeler aussi qu'après le 7 octobre... Puis ils sont rentrés tous les deux dans les BRICS, là, il me semble. Oui, et la Chine avait participé Et aussi, l'Arabie Saoudite avait un peu tempéré sa position vis-à-vis d'Israël parce qu'il y avait une normalisation. Et après le 7 octobre, ils sont calmés. Donc oui, ça a l'air difficile pour eux de trouver sur quel pied danser entre l'impérialisme américain et je me posais aussi la question de est-ce que vous pensez que l'État chinois compte intervenir ou aider, parce que voilà, on a parlé beaucoup de l'alliance entre l'Iran, la Chine, la Russie, mais en même temps, quand il y a l'état de guerre, ça semble compliqué, si ce n'est en rentrant dans une guerre mondiale apocalyptique, de faire quelque chose, quoi. Je pense qu'il faut toujours rappeler quelque chose quand on parle de ça, c'est qu'il y a au monde aujourd'hui, un seul commandement militaire intégré, c'est l'OTAN. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de système comme ça d'alliance directe qu'on pourrait trouver ailleurs. Et donc, du coup, ça explique aussi le fait que le système d'alliance militaire et de coalition se passe pas du tout pareil
pour en gros les pays, enfin voilà, les BRICS par exemple, c'est pas du tout une alliance militaire, quoi. Non. C'est à peine une alliance politique, quoi. Enfin, c'est vaguement des éléments. Quand même, ils font des exercices militaires. Voilà, y a pas... ça n'a rien à voir en termes d'intégration, de budget, de plein de choses en fait, quoi. Et donc du coup, enfin, il me semble que c'est quand même, enfin voilà, un soutien. Militaire ou logistique de la Chine à l'Iran me paraît quelque chose de complètement éloigné de la situation actuelle, quoi. Parce que bon bah voilà, de fait c'est pas du tout la ligne diplomatique qui est défendue par l'État chinois en fait, ce genre de truc, quoi. Eux ils sont vraiment pour des, en gros ils condamnent. Oui, ils sont sur la ligne du droit international. Voilà, Mais même pas. C'est-à-dire que là, le Bahreïn a déposé une décision au Conseil de sécurité qui visait à condamner l'Iran comme la principale puissance responsable de la guerre. Et la Chine et la Russie se sont abstenus. D'accord. Donc ils sont même pas allés. C'est le problème de se fâcher avec les pays du Golfe, je pense, qui sont les principaux. Enfin, qui restent les principaux fournisseurs de pétrole. Et la Chine n'a pas voulu remettre en question sa rencontre avec Trump qui va avoir lieu. Oui, bien sûr. C'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup parlé, quoi. C'est parce qu'il y a une rencontre prévue entre Trump et Xi Jinping bientôt, quoi, et que là, effectivement, quoi, ils veulent pas, ils veulent vraiment maintenir ce truc-là, quoi. D'accord. Par contre, du côté de la Russie, il y a un échange visiblement de renseignements pour. Mais il me semblait qu'il y avait une négociation de Poutine avec Trump. Tu lâches l'Ukraine et je lâche l'Iran. Ouais. Après, de manière tout à fait très opportuniste. De manière très opportuniste, et le régime russe est assez opportuniste en général. Oui. C'est vrai que ça arrange plutôt bien les affaires, possiblement en termes de vente de gaz naturel, par exemple, que le détroit d'Ormuz soit bloqué, quoi. Ouais. Pas forcément à long terme. Peut-être acheter du pétrole russe, du gaz russe. Oui. Bah là, en tout cas, les Allemands ont l'air d'y penser beaucoup. Les industriels allemands vont plus trop avoir le choix, hein, là, parce que là, je sais plus où on en est, mais quand même, le prix du gaz a augmenté de 20% en une semaine. Hein, là, rencontre avec Xi reportée, seul bémol. Mais pas annulée. Trump a reporté sa rencontre en disant qu'il attendrait la fin de la guerre, je crois, je rappelle dans un mois. Ah ouais. Alors vous, je croyais qu'elle était terminée, je comprends plus rien. Et peut-être que vous, ça vous intéresse pas, mais je rappelle que dans quelques mois, il y a la Coupe du Monde aux États-Unis. C'est vrai. Il y a l'Iran. Et que l'Iran, déjà, avait des rumeurs comme quoi ils n'allaient pas participer. Les États-Unis ont dit si, ils sont bienvenus, mais à leur place, je ne viendrai pas. Et là, il y a des négociations pour essayer de jouer les matchs. Pour leur sécurité. Ouais, pour leur sécurité, je ne viendrai pas à leur place. Ce qui est dingue. Il y a le pays organisateur qui te dit, et eux, ils sont en train de négocier là pour jouer au Mexique et pas aux États-Unis, parce que c'est Mexique, États-Unis, Canada. Et avant je ne sais pas s'il faut rajouter des choses. Est-ce que le grand gagnant, c'est pas Israël aussi là-dedans, qui eux sont en train de remplir leur objectif d'affaiblir l'Iran et d'affaiblir l'Iran, d'éloigner le regard de la Palestine et en plus d'envahir le Liban. Oui. Plutôt, oui. Je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est que de toute façon, Israël aujourd'hui est pris. On avait montré un graphique la dernière fois sur les dépenses militaires par habitant. Et on voyait qu'en Israël, voilà, on était à des niveaux colossaux, hein, autour de $5,000 par habitant par an en termes de dépenses militaires. En fait, ils sont pris aussi. Enfin voilà, il faut dire que Israël fonctionne sur le principe d'une colonie de peuplement, hein, et d'un expansionnisme qui est central dans sa politique, quoi, et que donc à la fois certes la situation leur profite parce qu'ils continuent de mener la guerre, mais il me semble aussi que ce serait difficile d'imaginer une situation dans laquelle Israël cesserait en fait d'ouvrir de nouveaux fronts en fait à cette guerre. Parce que en fait il y a des gens qui sont déjà mobilisés, il faut utiliser les armes, il y a tout un tas de, et puis même politiquement on sait qu'ils sortent d'une période quand même d'instabilité politique assez importante, y compris pendant la guerre pour d'autres raisons, du fait de la conscription des orthodoxes en Israël. Donc du coup il faut quand même un peu un moment, il faut maintenir le compromis social, et ça passe par l'expansion et la guerre.
Et ce qui me semble aussi intéressant de rappeler, c'est qu'avant le 7 octobre, il y avait donc les accords d'Abraham qui visaient à normaliser les relations avec Israël et certains pays arabes. Et le 7 octobre a mis un coup, en fait, dans cette dynamique, a mis un coup, je pense, à l'hégémonie américaine, que ce soit en justement changeant les équilibres, ce qu'on mentionnait tout à l'heure sur l'équilibre, par exemple, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, etc., qui, voilà, maintenant avaient plus peur d'Israël que de l'Iran, mais ça a aussi mis un coup parce qu'il y a eu des manifs partout dans le monde et l'hégémonie a pu en baver. Et peut-être que ça peut nous amener à nous demander si le recours à la force vis-à-vis de l'Iran manifeste une sorte de fin de l'hégémonie américaine. De la bête blessée qui essaye de... Au sens où il n'y a plus de recherche de consentement parce que ça n'en vaut pas l'investissement, quoi, et force brute tout le temps, quoi. Mais en même temps, j'ai l'impression que... Enfin, malheureusement, ça marche. C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'hégémonie, elle se reconstruit. On le voit avec les Européens qui étaient un peu hésitants, etc. Et maintenant qu'ils vont évidemment soutenir les États-Unis, moi, j'ai aucun doute sur ça. Oui. Aucun On a doute. vu l'Espagne, les pressions qu'ils ont subies pour juste avoir dit non d'utiliser leur base militaire. Et l'Espagne est en plein réarmement, quand même. Oui. Je pense que Trump est allé un peu loin en leur demandant d'intervenir avec des navires dans le détroit d'Ormuz, quand même. Mais je crois qu'ils n'ont pas dit qu'ils allaient le faire, finalement. Si. J'ai vu que l'Allemagne, le Japon et la France... Non, ou c'est les Britanniques... Non, Allemagne, Japon, France avaient dit on n'ira pas. Et puis, quelques jours après, ils ont dit bon, on va faire avec les British, on va faire une mission défensive. C'est ça, cette mission défensive. Et en fait, il y a dans un sens des déclarations qui disent, qui refusent de laisser dicter un agenda par les États-Unis. Et en fait, derrière, Oui, le font quand même. On rappelle que Trump a menacé l'Espagne en direct devant le chancelier allemand, et que celui-ci n'a rien dit, quoi. Il a défendu mollement, quand même. C'était compliqué, quoi. Mais Macron chante la Marseillaise devant le sous-marin nucléaire, quoi. Donc, Oui. on Mais est c'était un beau libre de sous-marin. nos... on est libre de D'ailleurs, nos- moi, ça m'hallucine qu'on a en même temps Macron qui nous dit il faut l'arme nucléaire Ouais. pour avoir la paix, mais on est contre le fait que l'Iran a l'arme nucléaire. C'est assez. Moi, je trouve ça affolant. Et donc, ce serait quoi il y a aussi, avant qu'on voit quelle serait la position, il faut rappeler que là, il y a l'Iran, mais qu'il prépare déjà le prochain coup Trump, qui est Cuba. Qui vit sous blocus depuis le début, quoi. Depuis, ça va faire 70 ans. Et qui, là, est privé de pétrole depuis 3 mois, c'est ça? Oui, je crois que le dernier pétrolier arrivait à Cuba, genre le 3 décembre, un truc comme ça. Donc tous les touristes ont dû rentrer chez eux parce qu'ils avaient peut-être plus de possibilité de rentrer chez eux avec là, Air les France avions. arrête ses lignes, par exemple, vers Cuba parce qu'ils peuvent plus remettre du kérosène dans les avions. Oui, ça c'est très important d'en parler de ce qui se passe à Cuba. Il y a beaucoup de gens qui disent, des Cubains quoi, qui disent que c'est la pire période en termes du blocus, quoi. Même la période spéciale, donc qui était le moment après la chute de l'URSS, où il y avait plus de pétrole qui arrivait, il y avait des problèmes d'approvisionnement en engrais aussi, donc c'est à ce moment-là que l'agriculture cubaine est devenue un peu à marche forcée de l'agriculture bio, quoi. Même cette période-là, qui était très 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 dure à Cuba, était moins pire, quoi, en fait, que la période actuelle où on est dans une situation où les hôpitaux ont plus d'électricité, quoi. Donc, Et rappelez que c'est l'impérialisme, quoi. Les gens sont plus, je veux dire, on retient que les tanks et tout, mais ça fait partie, je veux dire, les États-Unis, le Cuba, ça fait des années qu'il y a cette tentative de bloquer économiquement le pays pour provoquer des révoltes et le renversement et avec du Trump, régime. qui là pour le coup est très clair sur ses objectifs sur Cuba. Il a dit je veux prendre on va prendre Cuba, quoi. Donc, vraiment dans une logique en fait même pas néocoloniale, vraiment purement coloniale là, dans ce cadre-là, quoi. Vraiment Il y a un pétrolier russe en route et apparemment il y a eu des explosions et des hélicoptères la nuit dernière à Havane. Il y a une flottille pour Cuba. Oui, j'ai vu qu'il y avait une élue insoumise. Oui, c'est Mafuro qui est. C'est dingue, hein, quand même. Il faut saluer le fait que. Déjà, moi, ça me déprime qu'on fasse des canyons, des trucs pour Cuba, c'est déprimant. Mais il y a quand même la France insoumise qui est assez solide. Oui, il y a le syndicaliste de Amazon, la Chris Smalls aussi, qui est dessus. Enfin, il y a plein de beau monde là-dessus. Il y a le Moineau 11 qui dit bonjour tout le monde. Puis Caps Lock, je déteste les États-Unis, pire pays du monde. Bonjour le Moineau 11, tu es au bon endroit. Oui, mais bon, Cuba, c'est un peu une dictature aussi. Donc, bon.
Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de régime pour avoir un modèle plus démocratique? En tout cas, juste pour souligner quand même la logique de l'impérialisme. Enfin, après, c'est toujours la même chose. Mais là, vraiment, il s'agit d'une sanction collective. Cuba, il y a eu plein de morts dans les hôpitaux suite à ces sanctions. Il y a des gens qui vivent dans le noir. Enfin, je veux dire, c'est une catastrophe humanitaire totale. Oui, mais... Et si on parle de flottille humanitaire, c'est vraiment pour amener de la bouffe, de quoi tenir à peine quelques jours à Cuba, quoi. On est dans cette situation-là. Donc, même s'il n'y a pas de guerre directe contre Cuba, le but, c'est quand même de tuer des Cubains au point où on obligerait le gouvernement à se soumettre. C'était aussi ce qui s'était passé en Irak, et des responsables américains avaient dit qu'il y avait des centaines de milliers de morts dus au blocus et tout, parce que c'est les médicaments, c'est tout ça. Ils avaient dit que ça valait le coup. On rappelle que pour eux, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Wissam, t'as lu l'article de Mediapart sur Cuba, ils ont vraiment dit ça. Vous savez, que c'était une dictature. Je voulais faire croire que j'avais lu un article de Mediapart. Après, je me suis dit, bon, quand même, ils vont pas aller jusque-là. Alors, mais s'ils ont vraiment fait un truc comme ça, mais ça m'étonnerait pas. Ne vous inquiétez pas, on prépare un truc autour de ce sujet-là. Et donc, on a vu. Oui, puis ça justifie d'affamer toute une. Enfin, oui, non, mais ça. Mais je pense que dans les sanctions, effectivement, on met souvent en avant ce côté humanitaire désastreux, mais il y a aussi, le risque de guerre civile, en fait, c'est vraiment un objectif recherché par les États-Unis. C'est que ce soit, bon, à Cuba c'est plus difficile, mais en Iran, par exemple, le fait de monter une population, ou même au Liban, non mais. Moi, ça me fait penser à la paranoïa qu'on a en France aujourd'hui avec l'ingérence russe. Et qu'on voit comment ça peut aller sur une dérive autoritaire. Alors imaginez-vous si vous êtes dans un pays à côté des États-Unis et ça fait 70 ans que vous vivez sous blocus et avec un régime, le plus puissant régime du monde, qui essaie de vous renverser. Je ne suis pas en train de défendre l'autoritarisme, mais je comprends aisément comment tu peux avoir des solutions un peu autoritaires. Et nous, on dit toujours, pour moi, il ne peut y avoir d'expérience pleinement socialiste tant qu'il y aura cette domination-là. Disons que si on voit que toutes les révolutions qui ont eu lieu en Chine, en URSS, en Iran se sont terminées par des régimes autoritaires, pourquoi ? Parce qu'il y a la réaction des États-Unis à chaque fois qui bloquent en fait, toute possibilité. Ils n'ont pas la souveraineté de mettre... Mais de toute façon, même... pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, mais juste pour dire, mais de toute façon, même quand il n'y a pas de révolution dans ces pays-là, même quand il n'y a pas de tentative de développement autonome, ce ne sont pas des démocraties. Et l'objectif de Trump n'est pas d'établir une démocratie libérale avec une alternance gauche-droite à Cuba. C'est d'en faire ce qu'elle était avant, c'est-à-dire à l'époque de Batista, avant la révolution, c'est-à-dire une espèce de régime plus ou moins mafieux à la botte des États-Unis, quoi. Et Alix ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, non, je trouve que ça fait bien un peu la transition sur la question de quelle position avoir. En fait, je trouve que Marlène en a parlé assez justement. En fait, l'impérialisme, c'est vraiment un condensateur c'est un accélérateur et condensateur de contradictions à des niveaux locaux parce que ça pousse les gouvernements à devenir plus autoritaires, à devenir plus paranoïaques, etc. Et du coup, on se retrouve toujours dans des situations quand il y a une agression impérialiste sur laquelle développer des positions, etc., avec des contradictions entre des populations qui sont clairement victimes directes à la fois de l'impérialisme et éventuellement aussi, pour une fraction d'entre elles, des gouvernements locaux, quoi. Enfin, je veux dire, je crois même qu'il y a eu des fractions de la population pro-régime en Iran qui ont pu être extrêmement critiques, voire un peu assez horrifiées de la répression qu'il y a eu ces derniers mois. Mais en fait, moi, ce que je trouve vraiment la question à se poser n'est pas exactement celle de savoir si les pays qui sont agressés par les impérialistes sont bons ou mauvais, sont des bons pays ou des mauvais pays, ou des bons et des mauvais gouvernements. La question à se poser, c'est comment nous, on peut agir à notre niveau et quelle est la position qu'on peut avoir en tant qu'anti-impérialiste depuis les pays du Nord. Typiquement, les sanctions, c'est l'opposition aux sanctions radicale et le fait d'aller contre le discours qui dirait que on sanctionne une dictature. Mais c'est pour faire une parenthèse, il y a quelqu'un qui disait en gros, si tu es socialiste, tu te manges des sanctions américaines. Par exemple, l'Iran n'était pas socialiste. Oui, voilà. Et justement, moi, si tu as un modèle de développement qui essaie de prendre une voie qui n'est pas celle qui est imposée américaine, mais justement pour moi, il y aurait le risque dans la mondialisation américaine. Mais justement, moi, le risque qu'il pourrait y avoir dans une certaine frange de l'anti-impérialiste, c'est de soutenir par exemple Venezuela parce que tu avais une expérience communiste ou socialiste qui essayait de se faire. Le danger, ça serait de dire
vu qu'il y a eu cette expérience-là, il faut défendre ça. Alors que pour moi, il y a juste la ligne de on n'a pas à imposer des sanctions à un pays, et surtout quand les sanctions sont imposées par des puissances comme les États-Unis ou la France, qui en fait essayent de préserver l'impérialisme. Donc c'est vraiment cette ligne-là à avoir, quoi. Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur les positions à avoir ? Je t'ai coupé, je crois. Non, Alex. bon. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter peut-être ni chat ni mola. Du coup, c'est Nini, et du coup, c'est quoi le positif? C'est, surtout qu'on met au même plan les deux. Moi, ça me rend fou. La démocratie libérale, ouverte au capital américain, à la bourgeoisie comprador, etc. Donc, c'est ça. Mais surtout, je sais pas, il y a un truc qui m'agace particulièrement en ce moment, c'est qu'il y a des espèces de conclusions de... je vois beaucoup de gens dire qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à l'Iran. Il faut écouter les Iraniens, les Iraniennes. Oui, mais... C'était notamment un peu avec... je trouve que Histoire crépue a bien des mérites, etc. Oui. C'est super de faire de la vulgarisation de ce niveau-là, etc. Mais la dernière vidéo sur l'Iran... Voilà, concrètement, alors il y a plein de data qui sont bien. Enfin, c'est pas le contenu de la vidéo exactement que je critique, mais c'est quelle perspective politique, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir. Les premiers concernés. En écoutant les Iraniens. Et non, je suis désolé. Mais ça ne veut rien dire. En fait, ça veut rien dire parce que les Iraniens sont divers. Et en fait, il y a plein d'Iraniens. Ça laisserait penser. Si tu veux, cette espèce de truc un petit peu vicieux de se dire. On se rallie aux premiers concernés, les premiers concernés que les gens choisissent toujours d'une certaine manière, par proximité politique. Le prix Nobel de la paix était pour l'intervention américaine oui, tout à fait. au Venezuela. Donc tu as toujours des premiers concernés qui vont être pour une intervention impérialiste. Bien sûr. Il y a d'autres premiers concernés, il faut aussi écouter les Américains, par exemple. Et Donald Trump, et on peut se positionner contre lui. Oui. Mais c'est pour ça. Oui, mais ça, c'est pour moi une solution de facilité. Il y a d'autres choses à faire. C'est exactement ça. C'est une solution de facilité. On écoute les premiers concernés, ça ne veut rien dire. Mais d'une certaine manière, limite, c'est même pas notre problème. En fait, on peut se contenter de déclarations de solidarité abstraites. Alors, je pense que c'est très bien de faire des déclarations de solidarité qui puissent être reçues par des gens ailleurs dans le monde et que ça puisse leur donner du courage, de la force, etc. Mais c'est, pour moi, proprement insuffisant. Enfin, on a un rôle à jouer depuis les centres capitalistes contre l'impérialisme, et il s'agirait de se pencher dessus et pas de l'évacuer tout le temps en se disant on écoute, quoi. Et moi, ce qui m'étonne, c'est par exemple les gauchistes qui essayent de plaquer une lecture de classe, justement, à la situation, par exemple, iranienne. Et même en admettant leur lecture de classe, on voit que la base sociale du régime iranien, elle est plutôt populaire. Elle est populaire, c'est les classes moyennes, les fonctionnaires, les agriculteurs, qui, dans le cadre des sanctions, etc., ont retrouvé un certain rôle en Iran. Et donc, on voit que si on applique même une lecture de classe qui ne marche pas dans tous les cas, même en le faisant, on voit que le régime iranien est plutôt populaire chez les classes populaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? En plus, pour moi, ça amène la contradiction de, in fine, cette position-là de... Imaginons même que les premiers concernés soient pour l'intervention, donc in fine, tu soutiens l'intervention d'un État impérialiste pour intervenir sur un autre pays, quoi. Donc tu soutiens sa propre domination, sachant que, imaginons même que les États-Unis ou la France sauvent un pays, il faut rappeler qu'ils en oppriment plein d'autres. C'est ça aussi qu'il y a à mettre en balance, quoi. Donc, mais j'ai aussi fait une vidéo, les gens, je renvoie, je fais un peu de promo sur ma vidéo. Elle dure 1h30. Je vais essayer dans la nouvelle chaîne, je vais essayer de faire une version plus courte, un peu plus dynamique, de 45 minutes. Mais là, il y a 1h30, on revient sur tout ça et on revient aussi sur ces propositions-là de premiers concernés et de sauver les populations du Sud des dictatures. Et moi, ce qui me rend fou, c'est qu'on est en 2026, on a quand même eu l'exemple. Ça fait quand même 40 ans que dans le Moyen-Orient, on nous dit qu'il faut sauver les populations du Sud et qu'on voit que ça ne marche pas. Et ça continue, quoi. Donc, 40 ans, c'est sympa. Parce que on peut aller beaucoup plus loin jusqu'à... Enfin bon, bref. Mais, non, mais jusqu'au début de la colonisation, c'est ça que je voulais dire. Jusqu'au début de la colonisation. Mais surtout, moi, j'ai l'impression que c'est des positions qui neutralise en fait l'effort militant, quoi, parce que je pense qu'on a des griefs très, très clairs avec le régime iranien, notamment le fait qu'ils aient pu à un moment donné fricoter avec l'extrême droite aussi en France et tout. Mais quelle est une position
de dire ah oui mais le régime iranien ça va pas, etc. En fait ça débouche aussi sur quoi concrètement en France. Moi je pense que la situation actuelle c'est une situation dans laquelle nous en France on a notre pays qui veut s'engager dans des opérations défensives qui risquent probablement de devenir offensives assez vite, et la question c'est face à ça il va y avoir des manifestations contre, il va y avoir des prises de position contre. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait si on se dit ah ouais non mais attention parce que quand même le régime iranien je sais pas quoi et tout, en fait la vérité c'est que ça va neutraliser l'effort militant. Ouais. Mais surtout pour moi ça rentre pas en ligne de compte des États qui interviennent en Iran. Je veux dire, alors pourquoi ils sont autant alliés avec l'Arabie Saoudite qui ne me semble pas être un modèle de démocratie, du droit des minorités. Mais il faut le dire clairement, le modèle de la démocratie libérale, ça existe, et pour des raisons qu'il faudrait détailler, ça existe dans les États impérialistes, et ça n'existe pas dans les États dominés par l'impérialisme. Et ça n'existe pas, et ça n'existera pas. Même dans les tentatives d'en faire, parfois sous domination sous la conduite d'une bourgeoisie nationale. Je pense à l'exemple récent du Brésil, qui a constitué une démocratie depuis les années 90. Et cette démocratie, elle est systématiquement menacée avec des figures comme Bolsonaro ou quoi. En fait, les démocraties libérales stables n'existent pas dans les Suds, du fait de l'impérialisme. Mais ils n'ont pas leur souveraineté. C'est complètement idéaliste de dire oui, mais on soutiendra personne tant qu'il n'y aura pas de démocratie libérale. C'est complètement absurde. Je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas adopter la démocratie, ces États. Mais nous, on rappelle qu'il faut soutenir l'armement pour soutenir notre modèle démocratique. Parce qu'on est quand même... Parce que Jules l'a demandé. Voilà. Et il faut qu'on réexplique aux gens ce que c'est une démocratie libérale. Les gens n'ont pas l'air de savoir que... Vous les J'ai dû leur réexpliquer. Après qu'on soit clair, moi je pense qu'il faut une démocratie en Iran, qu'il faut une démocratie populaire partout. En Iran et partout dans le monde. C'est notre travail à faire. Mais je pense que ça commence par la défaite des États-Unis. Défaitisme. Ça. Non, c'est clair. Voilà. Est-ce qu'il y a un dernier point à rajouter sur ça avant qu'on aille sur le plan quinquennal ? Non, juste pour abonder dans ce que dit Bastien, avant de parler d'une dictature en fait, qui est la Chine. C'est littéralement écrit. C'est la dictature du prolétariat. Oui, précise. Non, ça, c'est une bonne dictature. On n'est pas en fait les dictatures. Pour rebondir sur ce que disait Bastien, moi je pense que c'est assez... En fait, tout cette espèce de manière de polariser entre genre tyrannie et démocratie libérale, ça fait perdre aussi de vue toute la riche tradition de la démocratie au sens ouvrier et socialiste du terme qui existe, comment dire, que ce soit dans le mouvement communiste ou anarchiste, etc. Il y a beaucoup de choses hyper intéressantes et dont on n'arrive pas à se saisir parce que toute la question de la démocratie est capturée par la question de la démocratie libérale et l'impérialisme. Et en fait, pas ça, la démocratie, en tout cas pas celle pour laquelle on aurait envie de se battre. Et l'avenir de la démocratie libérale, même en Occident, en vrai, est assez compromis. En fait. Ouais, bien sûr. Profitez-en, dans 20-30 ans, il n'y en a plus de démocratie libérale. Écoutez, on va conclure là. Et je rappelle les gens sur YouTube de liker, de commenter, de partager. Il y a les liens en description si vous voulez soutenir l'émission, le lien Streamlabs et le lien Tipeee. Et il y a aussi le Linktree de Ligne Anti-Impérialiste, parce que je rappelle que vous êtes des groupes de lecture aussi, et il y a des rendez-vous. Rejoignez le Discord pour être au courant de tout ça. Et suivez aussi la page Instagram, parce que vous publiez de plus en plus de déclarations et tout. Voilà, vous limitez pas à être un groupe de lecture. Voilà, vous ne suffisez plus de lire, vous voulez aussi transformer le monde. Et alors, Dame Le Gros, la Chine est une démocratie populaire. Aussi, en fait. Comme la Corée du Nord. Si tu lis le petit livre rouge, c'est la dictature démocratique populaire, même, qui est promue comme modèle, il me semble. Que c'est les termes utilisés. Alors, ça dépend peut-être des traductions. Je me tourne vers toi, Philippe. Oui. Tu ne me vois pas. D'accord. Merci beaucoup et salut à Axi.